RGB. En direct de Cergy-Pontoise. 99.2 FM. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. C'est parti pour le 8e numéro du 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs, auditrices. Les titres de ce soir: Jackie Bonnevet, l'entraîneur qui entraîne les entraîneurs; Beauvais, le nouveau Dallas dans l'Oise; et Modibo Bakayoko, voir le football autrement grâce aux U19 nationaux. Ce soir, pour m'accompagner, Mehdi Oudni. Comment vas-tu, Mehdi ? Très bien, Farid, très bien. Très bien, merci Très bien. d'être à mes côtés. Normalement, il y aura bientôt, dans quelques instants, Mohamed Tazamouche. Il est dans les embouteillages, mais il va pas tarder. Maintenant, le programme, mesdames, messieurs. Ancien joueur et entraîneur adjoint, aujourd'hui formateur à la DTN et vice-président de l'UNICATEF, Jackie Bonnevet, fait de la transmission son moteur, partager l'expérience, former et innover pour accompagner les entraîneurs de demain. Il nous en parle dans Culture Foot dans quelques instants. Bonsoir Jackie. Bonsoir Farid, tout ça est très bien résumé. J'ai essayé Jackie, j'ai essayé. En tout cas, merci d'être à nos côtés ce soir. Après avoir été sauvé en appel devant la DNCG début juillet, des joueurs récemment ont été en grève pour réclamer leur salaire. La présidente Corinne Corillon est partie et un repreneur a fait marche arrière. L'AS Beauvaisoise, qui joue en National 2, ne vit pas une période faste. C'est le cas de le dire. C'est le débat de la team en seconde partie d'émission. Modibo Bakayoko, entraîneur des U19 nationaux de l'AFC Creil, transforme chaque entraînement en une leçon de football et de formation. À ce niveau, il façonne non seulement des joueurs, mais aussi sa propre vision de jeu et de l'encadrement. C'est notre invité et interview ce soir. Bienvenue à ce micro, Modibo. Merci à tous. Tout va bien ? Oui, très bien. N'aie pas peur, tu peux te rapprocher. Je sais que le ballon est ton meilleur ami, mais le micro, tu verras ce soir, le sera également. Donc merci d'être à nos côtés. Le 100% football amateur sur RGB 99.2 FM, c'est maintenant. Soyez les bienvenus. Le 100% football amateur, Culture Foot. Culture Foot, en effet, c'est donc avec un grand plaisir que nous recevons en plateau Jackie Bonnevet. Jackie, qu'est-ce que transmettre signifie pour toi après toutes ces années passées sur les bancs et dans les institutions de football ? C'est important. Moi j'ai 64 ans, j'ai quitté ma famille il y a 14 ans pour aller au FC Sochaux, donc ça fait quand même un moment que je bourlingue sur tous les terrains. J'ai une particularité, le hasard a fait que j'ai entraîné dans toutes les divisions. Ça, c'est assez incroyable quand on m'a dit ça. Puis toutes c'est les vrai. divisions, on a fait, il faut le rappeler. Quand je veux dire, ça veut dire des U17, U19, U20, National 2, National, Ligue 2, Ligue 1, l'étranger, des sélections. Donc, j'avais envie de transmettre. Je crois qu'il y a un âge pour ça. Et accompagner à la direction technique nationale les entraîneurs, notamment le BEPF, qui est le brevet d'entraîneur professionnel, qui permet d'entraîner, je préfère le rappeler, la Ligue 1, la Ligue 2 et le National, et de parcourir le monde avec ce diplôme. C'était une manière pour moi de transmettre avec grand plaisir aux jeunes éducateurs, aux jeunes entraîneurs, la passion et puis surtout des éléments, des outils qui vont leur permettre, on l'espère, de fonctionner le mieux possible. Exactement, c'est important. Tu as été souvent adjoint, formateur, encadrant. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de la transmission ? Déjà, j'ai été formé au FC Sochaux. Et quand je suis arrivé là-bas avec toute l'équipe, les Gengini, les Bats, les Anziani, les Stopira,
le coach de l'époque, nous on avait après 16, 17 ans, tous les mercredis, on s'occupait d'une équipe de jeunes. Et j'étais avec Yannick Stopiret, on avait les U10 ans, l'année d'après les U11 ans. Et déjà, on nous inculquait quelques principes de base. Donc déjà, ça nous donnait une réflexion sur notre après-football, parce que tout était bien programmé. Déjà à cet âge-là, on nous disait que le foot, ça allait durer 10 ans si tout va bien, et qu'après, il y avait une vie après la carrière. Et d'ailleurs, on a été très nombreux à embrasser une carrière d'éducateur, d'entraîneur, de recruteur, ou des choses comme ça. Jean-Luc Rutil il était longtemps au centre de formation, Yannick Stopira, il a été à la Madine, au centre de préformation, il a été recruteur longtemps à Bordeaux, Jeune Gini l'a entraîné, on a tous été quelque part inculqués justement par cette formation. C'est important d'être accompagné très tôt. Mais d'ailleurs, j'aimerais avoir ton avis. Le terme est peut-être un peu fort, mais souvent, l'après-carrière est vécu comme un deuil pour les professionnels. Est-ce que toi aussi, tu l'as vécu comme tel ? Pas du tout, parce que j'avais anticipé. Déjà tout au long de ma carrière, j'avais passé mes diplômes et à 28 ans, j'avais déjà réussi à avoir mon BEPF. À 20 ans, déjà, je commençais les premiers diplômes pour ne pas perdre de temps. Il faut s'y prendre très tôt. Je m'y suis pris très très tôt, et ce qui fait que parfois, j'ai même passé mes diplômes avec les entraîneurs qui était mon entraîneur, notamment Sylvester Takak à Sochaux, j'ai passé le BEPF avec lui, ainsi que Didier Noto, le regretté Didier Noto, Oui. qui était mon entraîneur dans l'équipe du Havre et qui passait aussi les examens avec moi. C'était assez taquin, marrant, surprenant et un peu cocasse de passer des diplômes avec son coach. Ah, complètement, tout à fait. Quelle leçon ou expérience de ta carrière d'entraîneur tu continues à transmettre aujourd'hui à la DTN ? Déjà, on ne se met pas dans une position de donneur de leçons. Il n'y a pas de solution miracle pour gagner des matchs. Il y a des choses à bien faire. Aimé Jacquet disait souvent, quand on fait bien les choses, on n'est pas sûr que ça marche. Mais ce dont on est sûr, c'est si nous ne faisons pas bien les choses, on est certain d'une chose, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est quand même une formule importante. Après, on essaie d'accompagner tous les entraîneurs. On en a 10 par session. Et moi, je suis avec Francis Gillot, donc on est 5. Moi, j'ai 5 personnes en tutorat. Là, j'ai eu les Didier Digard il y a quelques années, Videra qui est au Mans, d'ailleurs, qui marche bien, qui a gagné à Saint-Étienne le week-end dernier. Actuellement, j'ai proche d'ici, j'ai dans le club de Chambly Stéphane Mazala, qui peine, qui souffre. J'ai écouté votre émission la semaine dernière avec Jacques, le défenseur central. Exactement. On passe de toutes sortes de clubs, de Chambly, j'ai aussi Stéphane Dieff qui est au Puy-en-Velay. La semaine d'après, j'étais à Monaco, passé 3 jours dans le club de Monaco avec Damien Périnel qui était l'assistant. Je dis qui était parce que le coach Hutter a été remercié. Mais on passe vraiment de toutes sortes de clubs et c'est très très intéressant, c'est très formateur. Et je suis content de participer à 100% foot amateur parce qu'on sort tous du foot amateur. Et c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler parce que les éducateurs du monde amateur sont quand même les premiers éducateurs et souvent les plus importants dans la carrière des joueurs. Surtout dans le début, en effet. Avant de laisser la parole à Mehdi, Jackie, avec le recul, y a-t-il des erreurs ou des réussites qui servent d'exemple dans tes formations ? Moi, je suis à la direction technique nationale depuis 3 ans. Je dirais que pour l'instant, ça se passe très bien. On est parfois confronté à des entraîneurs qui rentrent en formation et qui perdent leur poste en cours de route. C'est arrivé 2 fois l'an dernier avec Nicolas Seub à Caen, à Ahmed Kantari à Valenciennes. Et cette saison, on a eu un problème important avec le club d'Ajaccio où Thierry Debesse était l'entraîneur et le club a déposé le bilan. Et donc parfois, oui, ça c'est des chocs émotionnels pour lui qui avait signé un contrat de 3 ans et qui se retrouve actuellement à la recherche d'un emploi. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est des échecs parce que ça tient pas compte de la formation, c'est des parcours de vie. Et Dieu sait si un parcours d'entraîneur, c'est pas toujours très linéaire. Mais d'ailleurs, est-ce que vous les accompagnez pour l'après, pour ce type de situation en cours de saison durant votre... Aussi, on va les voir. Nous, moi, je vais l'observer 5 fois. J'y retourne demain à Chambly, que vous sachiez. C'est un club que j'apprécie, où je suis très bien reçu. Nous, on donne des informations, des avis. On échange sur des choses qui sont faites, sur des ressentis, parce que je passe la journée avec, par exemple, demain, Stéphane Mazala, et j'observe son staff, sa manière de fonctionner. Mais j'essaye de l'éveiller sur des choses peut-être qu'on n'ose pas lui dire. Ça fait partie de notre formation.
Moi, qu'est-ce que j'ai pu voir depuis 3 ans? Des gens qui déléguaient peut-être pas assez par manque de confiance. Chaque entraîneur, on a tous un peu des points de vigilance, des choses à travailler. Par exemple, moi, quand j'ai débuté ma carrière, quand on perdait quelques matchs, j'avais tendance à être un peu négatif. Donc, il faut essayer de trouver la juste mesure. Et chaque entraîneur, nous, on essaie de l'aider dans des choses où on se rend compte que c'est des points de vigilance et ça peut être ce qu'on appelle des défauts, mais là, on n'est pas pour le critiquer, on est là pour le faire évoluer. Exactement. Et justement, comme l'a dit souvent Ancelotti, c'est bien se connaître. Il y a aussi chez nous un département connaissance de soi pour bien se connaître, pour bien fonctionner, suivant les péripéties de la saison, parce que les entraîneurs font parfois des fautes de goût quand ils sont critiqués, attaqués, mauvais résultats, voire humiliés. Donc c'est aussi ça, garder le cap dans les moments difficiles, et on a des entraîneurs actuellement en formation, à l'image de Stéphane Mazala, où c'est pas facile, hein, il a gagné qu'un match. Exactement. On a Guillaume Alanou, qui est l'entraîneur du Stade Briochin, qui est aussi le président et qui souffre actuellement, donc on les accompagne, on essaie de leur donner des outils pour bien fonctionner, et puis sortir de cette grosse difficulté. Exactement, de rebondir très vite, mais on leur fait confiance. Je laisse la parole à Mehdi. Non, mais souvent, ce qui ressort lors des formations, nous, on pousse pour que les éducateurs puissent aller en formation. Alors, des fois, il y a des manques de place. Il y a aussi un manque de motivation de beaucoup d'éducateurs parce qu'ils ont cette crainte de se présenter, de faire des erreurs et qu'on leur dise, entre guillemets, les 4 vérités. Et ça les bloque un peu. Et c'est vrai que je rejoins Jackie sur ce qu'il dit. Il dit on vient tous de la même école et il ne faut pas avoir peur de se lancer. Mais justement, quel message tu peux leur apporter en leur disant venez en formation, n'hésitez pas une seconde. Mais ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il faut se former. Moi, je me suis mis dans la tête que, quel que soit l'âge, je me suis mis en formation permanente toute ma vie. Ça veut dire qu'on apprend toujours des choses. Je me dis, avec ce que j'ai appris en plus depuis 3 ans, où on a beaucoup d'intervenants, on se dit, mais vraiment, venez, tout le monde fait des erreurs, c'est pas un problème, on est là pour s'améliorer, pour se corriger, et puis de donner la meilleure version de soi-même. Je trouve que c'est quand même chouette. Donc d'essayer d'aller vers l'excellence, quel que soit le niveau, qu'on entraîne des U10. On s'est croisés, hein, n'est-ce pas, Mehdi? Oui, exactement. Quand j'emmenais mon petit-fils à Écouen sur les terrains, et je trouvais ça remarquable. Et les gens, pour certains qui m'avaient reconnu, étaient surpris que je dise jamais rien. Et Dieu sait si mon petit-fils n'est pas un futur Mbappé, parce qu'on voit tout de suite qu'il a quelques difficultés, mais moi je laissais les entraîneurs et l'entraîneur, entre guillemets, de Saint-Gratien des U10, le laisser faire, le laisser évoluer. Moi, ce qui m'intéressait chez mon petit-fils, c'est qu'il soit épanoui. Donc pour les jeunes éducateurs, bien sûr, je vous invite tous à rentrer dans les formations, mais c'est vraiment, ça va vous faire le plus grand bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là, simplement il faut trouver un petit peu de temps, ce qui n'est pas toujours évident pour ces jeunes éducateurs. Ce que je te propose, Jackie, c'est que tu viens de parler d'excellence, ça tombe bien. Mohamed Tazamouche vient d'arriver et je lui laisse la parole. Bonjour, désolé pour le retard. À Paris, on sait à quelle heure on part. On a failli être dans le même cas avec Mehdi. Exactement. On ne sait jamais à quel moment on arrive. Enchanté de vous accueillir, bonjour à tous. On démarre par les questions. On démarre. Oui. Justement, j'ai réfléchi un petit peu. J'avais des questions puisque vous êtes formateur. Pourquoi les éducateurs, entraîneurs, n'arrivent pas à s'expatrier à l'étranger? Alors là, on parle déjà dans le haut niveau. Quel que soit le niveau, on le voit aujourd'hui. Il n'y a aucun coach français en Ligue des Champions. Oui, mais ne serait-ce qu'en Afrique, par exemple, si on prend l'exemple du Maroc hier. Mais on en a beaucoup en Afrique, on en a beaucoup plus qu'on peut l'imaginer. On les a référencés avec l'UNICATF, mais comme ils sont très nombreux, pas entraîneurs de la Ligue 1 marocaine, mais qui sont par exemple dans des académies, ils ne sont pas toujours connus, ils ne sont pas toujours référencés, mais nous on sait qu'on a quand même pas mal de monde et beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Alors je rejoins, effectivement au Maroc il y en a beaucoup, et il y a beaucoup de Youth League qui sont aujourd'hui au Maroc et on voit les résultats, puisqu'aujourd'hui ils ont gagné la Coupe du Monde hier, mais dans l'ensemble du monde, il y a très peu d'entraîneurs quand même qui sont répertoriés, que ce soit en Afrique, à part l'exception peut-être du Maroc. On le voit en Algérie où je suis originaire, de la Tunisie ou des pays un peu plus bas, ou que ce soit même en Asie, on a très peu d'entraîneurs. Alors qu'on vante la formation française, mais on voit qu'il y a beaucoup d'entraîneurs espagnols et de portugais qui par contre, eux,
arrivent à on va dire, s'incruster. Dès qu'il y en a un qui rentre, ils arrivent toujours On est à totalement plusieurs. d'accord. On est Donc bien... pourquoi en France ça n'arrive pas? Parce qu'on n'a pas mis en place un réseau assez important qui permettrait... Alors justement à l'UNICATEF, l'Union nationale des entraîneurs, hein, on est bien d'accord là-dessus, je pense que nous, on essaie d'inviter les éducateurs, quel que soit le niveau, à s'ouvrir sur l'expatriation. Alors s'ouvrir sur l'expatriation, c'est quoi? C'est déjà une histoire de langue aussi, pas que pour entraîner en Ligue 1, en Ligue 2. Oui, on n'est pas les tout meilleurs ça, de ce hein. côté-là, je pense. Donc il y a quand même un gros progrès qui est fait. Après, il faut savoir qu'il faut avoir les connexions pour pouvoir partir au niveau agent, pour être bien placé au niveau du Portugal. Ils ont mis quand même une machine de guerre, justement avec des points relais partout dans le monde. Moi qui ai parcouru quand même le monde en tant qu'éducateur, par l'Asie, par l'Afrique, etc. J'étais aux Émirats, j'étais au Japon, j'étais au WAC de Casablanca. C'est des expériences extraordinaires. Franchement, moi, je me dis, c'est ce que j'ai peut-être fait le mieux dans ma vie parce que j'ai gardé des souvenirs incroyables. On s'enrichit aussi cérébralement et pas que financièrement, même si c'est important. Mais moi, je dirais aux éducateurs, justement, d'essayer d'ouvrir la porte. Philippe Troussier, quand il est parti, m'a expliqué qu'il est parti dans un tout petit club à Rabat. Et progressivement, il faut avoir le courage de dépasser ce cap et d'aller voyager, un petit peu comme un nomade au départ. Hein. Partir à l'aventure. Il faut partir à l'aventure. C'est pas toujours évident, mais ça se prépare. Et après, il faut avoir les connexions. C'est ça le plus difficile. Mohamed, je te laisse encore le Alors, ballon. le Maroc, je connais bien parce que et j'étais vraiment content. Bon, déçu en demi-finale parce qu'ils nous ont éliminés. Content parce que le Maroc, ils ont quand même un grand pays de football. Je suis très ami de Fatih Jamal, le directeur technique national actuellement. J'ai fait passer la VAE du coach de l'équipe A, Walid Regragui, il y a environ 6 mois pour qu'il obtienne son BEPF. J'ai passé du temps là-bas dans leur camp d'entraînement qui est juste exceptionnel. Et le Maroc est un des pays où c'est pas le hasard qui gagne. Parce qu'il y a toute une méthode qui est mise en place depuis de nombreuses années. C'est un travail de longue haleine. Bon, ça crée un peu de problème dans le pays, on est bien d'accord, où les gens souhaiteraient aussi qu'il y ait de l'argent distribué, pas que pour des stades, mais peut-être un peu plus, peut-être pour des écoles ou des hôpitaux. Voilà, pour répondre à votre question. Ok. J'essaie d'être un peu factuel, mais c'est pas facile. J'aurais une deuxième, quand vous êtes formateur des entraîneurs de haut niveau. Quand est-ce que la fédération aura une réflexion un peu plus élargie, si je peux me permettre de dire ça, pour arriver à trouver, comme en Allemagne, des entraîneurs jeunes qui ne sont pas passés par le cursus professionnel et qui pourraient avoir une chance de pouvoir entraîner aujourd'hui en première division ou en deuxième division sans être passé par ce fameux cursus classique. Je parle de ça parce que je suis DES, hein, j'ai les diplômes également et on a vu que c'est difficile, à un moment donné, c'est difficile d'aller au-delà du DES. Donc, est-ce qu'il y aura une réflexion pour que des jeunes entraîneurs, à l'image, on peut prendre de son exemple, qui est aujourd'hui en U19 nationaux, est-ce qu'il n'a pas aujourd'hui la capacité, est-ce qu'on ne peut pas trouver chez certains, comme peuvent le faire, encore une fois, en Allemagne, où en étant très jeunes, ils peuvent aujourd'hui entraîner en professionnel. Est-ce qu'il y a une réflexion sur ce point-là? Alors, Modibo, la première chose que je lui ai posée comme question, où tu en es de tes diplômes N'est-ce pas, Modibo? Oui. Et il m'a dit, j'ai passé le moniteur, mais je me suis arrêté là. Et moi, je t'encourage vraiment à continuer parce que ça va te développer et ça va te permettre peut-être, si tu le souhaites, d'aller plus haut dans la réflexion. Pour revenir autrement, il y a une idée qui est fausse, c'est-à-dire qu'au BEPF, on prend 10 personnes chaque année. Alors les gens disaient, oui, mais c'est que les anciens pros. C'est totalement faux, totalement faux. Dans la formation, moi, où j'y suis depuis 3 ans, Francis Gillot depuis 7 ans, chaque fois, on a pratiquement la moitié des gens du monde amateur qui n'ont jamais joué en professionnel. Mazala, vous l'avez vu jouer en professionnel. Stéphane Diez, vous l'avez joué en professionnel. Et je peux en citer comme ça Patrick Videra, l'entraîneur du Mans actuellement. Moi, j'étais aussi le tuteur il y a 2 ans de l'entraîneur actuellement de Dijon, Ridira. Et tous ces gens qui ne sont pas spécialement connus, eh ben, ça vient de leurs compétences parce qu'ils ont suivi un chemin, j'allais dire, linéaire dans la formation et dans l'envie de se développer et de passer des diplômes. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, il y en a qui n'ont peut-être pas la chance d'être dans un club structuré qui va permettre de donner les moyens de s'inscrire dans cette logique-là. Il y a plein d'entraîneurs
Je pense à un entraîneur, par exemple, qui est à Saint-Geneviève aujourd'hui, Manu Dorado, qui est là depuis des années, qui a fait monter le club en National 2, qui est redescendu, qui est remonté, qui est redescendu, ça fait plus de 15 ans qu'il est dans ce club-là, même un peu plus, je crois. Et aujourd'hui, il n'a pas eu cette possibilité-là de se dire, tiens, je vais pouvoir aller au DEPF pour essayer de voir, pour aller au niveau national. Est-ce qu'il a proposé sa candidature? Après, Vous je savez, on en reçoit parcours, beaucoup. On a 35, 36 demandes et on en prend 10. Et on a un comité, entre guillemets, de sélection avec des gens qui sont quand même référencés. Guy Lacombe, Francis Gillot, nous avons aussi Éric Mombaerts, nous avons que des gens qui ont évolué comme joueurs et comme entraîneurs en Ligue 1. Donc on ne dit pas qu'on fait les meilleurs choix possibles, on dit qu'on tient compte énormément des gens qui ont été assis sur le banc pendant plus d'une dizaine d'années, à l'image des gens que je vous ai cités précédemment. Voilà, mais la contrainte, c'est qu'il faut qu'ils Après, soient on assis laissera la depuis parole à une dizaine Modibo. d'années. Et aujourd'hui... Non, moi je ne suis pas d'accord. C'est simplement, je donne ton exemple. Je pense que d'après ce que j'entends, mais je ne te connais pas assez, tu es un très bon éducateur. Mais si tu veux évoluer et en faire éventuellement ton métier, le passage incontournable est le passage des diplômes. Et si tu as du talent, ça va se voir très rapidement. Et si tu as des points de vigilance, on va te les mettre justement en exergue pour te faire progresser. Et après, peut-être que... Vous savez, quand il y a des bons éducateurs, les clubs pro, ils sont contents de les avoir. Parce que les meilleurs joueurs, ils ont été où? Ils ont été bien formés. Moi, j'ai vu l'autre jour, la semaine dernière, on était en BEPF, il y avait l'équipe de France. J'ai revu Saliba. Saliba, William quand on est arrivé Saliba. avec Saint-Etienne, il ne jouait pas. Nous, on l'a fait jouer, il était avec Wesley Fofana. Vous voyez la défense qu'on avait. Et ben moi, je lui avais dit un jour, peut-être que si tu continues ta progression, tu peux aller en équipe de France. Quand je lui ai dit ça, il m'en a reparlé là. J'aurais jamais imaginé à un moment que c'était possible. Et lui, de qui il me parle des éducateurs qu'il a eu dans son petit club. Petit club, entre guillemets, parce qu'on est tous de petits clubs. Moi, Bondy j'étais ou de Rouen. Montfermeil? On sort tous du foot amateur. Et à partir de là, il faut avoir l'envie de se développer, d'évoluer. Alors après, est-ce que ça dépend des moyens? Mais moi, je pense que ça dépend surtout de la volonté. De la volonté d'aller peut-être à un certain moment Jackie, donner le meilleur de soi-même. Je te coupe parce qu'il y a Modibo qui veut te poser une question. Moi, j'ai une question. Après, bon, c'est vrai que je compte passer mes diplômes, mais j'ai une question par rapport à ça, où je trouve que des fois, c'est pas logique par rapport à ceux qui veulent passer leur diplôme professionnel. Par exemple, on voit le cas de Jordan Gonzalez qui est à Versailles, qui fait du bon boulot, qui essaie d'être au BEPF, on lui donne pas. Il y a certains coachs qui sont en N2 ou N3. Alors, je connais bien ce dossier, moi. Je le connais très très bien. Le problème de Jordan, moi je l'ai reçu, il n'avait pas les prérequis pour pouvoir candidater au BEPF. C'est quelqu'un qui fait un travail remarquable. Ce qu'il a un peu pénalisé, c'est qu'il s'était engagé dans une formation de formateur. Ça veut dire qu'ils font aussi une formation sur plus d'un an, pardon. Il était engagé là. Ça veut dire qu'il est rentré, il était à Lyon, hein, et il était en formation pour obtenir son diplôme de formateur. Et dès que Versailles l'a appelé, il a tout abandonné, la session de formateur qu'il avait commencé, pour venir là. Et ça a jeté un petit peu un froid, parce qu'on s'est dit, pas moi en particulier, parce que moi après j'ai lu son histoire, il veut faire de la formation ou il veut entraîner les pros? Donc ça a créé un petit malaise. Donc il faut bien connaître le dossier. Et celui-là, je le connais bien, son dossier, en sachant qu'il fait des choses remarquables pour l'instant à Versailles, il me semble. Exactement. Mehdi, une question, parce que le temps passe vite. Non, mais souvent, c'est vrai que, comme le disait Jackie, les staffs sont élargis. Même au niveau amateur, ça devient de plus en plus courant. Et je te rejoins sur ce que tu dis pour donner des tâches. Et je pense que Modibo est bien placé aussi du côté de Creil avec Mehdi qui est avec lui. Justement, comment passer ce message? Parce que on a peur de mal faire, comme vous dites, de dire voilà, toi tu gères l'échauffement, toi tu gères la vidéo. Et les gens se braquent tout de suite en se disant mais moi je suis pas là pour faire ça en fait. J'ai l'impression que, et je l'ai déjà vécu, l'entraîneur principal a du mal à partager, à déléguer tout ça. Et justement, comment l'expliquer ou comment faire comprendre, faire passer le message que l'entraîneur principal, oui, il est là, mais ce qu'il y a à côté, c'est tout aussi important. Et eux, ils pensent que c'est des tâches minimes alors qu'ils sont aussi importantes que toi, en fait. Ben, c'est une équipe technique maintenant. La grande qualité qu'il nous faut développer chez les éducateurs, on en parlait avec Didier Deschamps l'autre jour, qui est venu passer pas une matinée, mais pratiquement 1h30 avec nos stagiaires. Ils étaient en stage avant le match contre l'Azerbaïdjan. Il est venu avec nous. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est un problème de communication qui a évolué. Maintenant, on manage des staffs.
Et je pense que quel que soit le niveau où on entraîne, dans le milieu amateur, il faut bien expliquer les choses, il faut prendre son temps, il faut bien se positionner et il faut expliquer ce qu'on attend de chaque personne. Et moi, souvent, les éducateurs, je leur dis, est-ce que vous prenez soin de votre staff technique ? Est-ce que vous prenez soin du corps médical ? Est-ce que vous prenez soin... C'est quoi ? C'est pratiquement, on dit, Mehdi, est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu te plais bien ? Est-ce que ça correspond ? Tu vas t'occuper de ça ? Est-ce qu'au bout d'un moment, tu te sens bien ? Est-ce que tu as des idées que tu souhaites mettre en application ? Et est-ce que tu te sens un petit peu dans un rôle minimaliste ? Ou est-ce que c'est ça, c'est échanger. C'est pas toujours imposé. Maintenant, on n'impose plus les choses. Je l'ai dit, nous, dans les formations, c'est comme avec les joueurs. Je dirais, on les dirige plus. Je dirais vraiment, on les accompagne dans une démarche. C'est important. Et quand on a gagné, c'est quand chaque joueur, il est son propre entraîneur, il est le propre capitaine de son équipe et qui veut se prendre en main. Moi, je l'ai vu à Leicester, avec toute la bande. Il y a Chilwell qui a signé à Strasbourg. Moi, je l'ai eu une année. Les Tillmans, les Vardy, les Maguire et toute cette bande. Moi, ce qui m'a impressionné en Angleterre, c'est justement, ils sont dans cette démarche-là de progression individuelle. Et ils attendent du staff que le staff les fasse progresser. Et ça, je ne l'ai pas toujours retrouvé en France. Jackie, dernière question avant de passer au débat, et je sais que tu auras plein de choses à nous dire également dans le débat, car Beauvais, c'est un club qui t'est cher également. Dans tes fonctions à l'UNICATF, comment tu encourages la solidarité et le partage entre entraîneurs ? Déjà, l'adhésion, c'est pas on vient chercher quelque chose, c'est quelque chose de corporatif. Nous, on fait tout un tas de choses, de masterclass par exemple, pour les cours d'anglais, pour quand l'entraîneur est remercié, comment il peut vivre ça. Donc on fait des webinaires, on met tout un tas de choses en place. On a fait des choses qui sont pratiquement presque gratuites. Je crois que ça coûte 20 € par jour, alors que l'UNICATF prend tout en charge. La data, on aime ou on n'aime pas, mais je pense que dans le football d'aujourd'hui, surtout de haut niveau, on est obligé de s'y intéresser un tout petit peu. On ne demande pas des spécialistes de la data fantastique, mais je pense que d'avoir quelques données. Donc on propose tout un tas de choses qui est à disposition. Le magazine, on l'a dit, le magazine Vestiaire, qui est valable pour quel que soit le niveau de l'entraîneur, qu'il entraîne les U5, les U10, les U15 ou les pros, moi je le lis de la même manière. Donc on propose tout un tas de choses. Après, chacun va y trouver ce qu'il souhaite. On a un service juridique parce qu'il y a des entraîneurs remerciés. Maxence Flachez, l'entraîneur, s'est fait remercier ce week-end dernier parce que son Atlético, il était remercié avec sa défaite à Rouen. Donc on s'occupe de lui. On a tout un tas de missions dans un métier, j'allais dire chez les professionnels, qui est quelque part qui devient un peu sinistré. Donc justement, on parlait de l'expatriation. Je pense que c'est une solution assez incroyable pour justement découvrir des choses et puis trouver un job à l'étranger. Très intéressant. J'essaie d'être un peu factuel parce que le temps passe vite. On comprend. Exactement. Merci en tout cas, Jackie. C'était très très intéressant et très clair. Merci d'avoir répondu à nos questions. Toujours en compagnie de Mehdi et de Mohamed. Passons à un club qui résiste, mais pour combien de temps encore ? Le 100% football amateur, le débat. Petit débat, mais gros dossier. L'AS Beauvais est-il un club en danger ? Ce club semble plus divisé que jamais. Est-ce uniquement des rumeurs pour faire mal au club de l'Oise ? Je vais vous donner la parole et je te la redonne d'ailleurs, Jackie, parce que tu es passé par ce club. Comment expliquer cette descente aux enfers d'un club historique ? Déjà, je suis très déçu. Faut pas oublier que dans ma carrière, Beauvais est le club qui m'a donné ma chance en tant qu'entraîneur professionnel. Auparavant, Nancy m'a donné ma chance en tant qu'éducateur. Le seul club qui m'a donné une chance incroyable, c'était Beauvais qui était en Ligue 2, qui descendait. Et moi, j'ai pris l'équipe de Beauvais en national en 99. Je suis resté 3 ans. Et c'était une aventure fabuleuse où j'ai des souvenirs extraordinaires. Surtout, j'allais dire, les résultats, oui, mais l'aventure humaine était extraordinaire. Et puis, si on se rend compte de ce club, il a été quelque part un ascenseur pour beaucoup d'entraîneurs. Ali Lodzik, Patrick Rémy, Bruno Metsu, je pourrais encore en citer quelques-uns. Et je crois que c'est un club qui avait quelque part une vocation Ligue 2 avec un peu de national. Alors vous doutez bien que je suis très déçu. Il m'avait semblé, parce que je suis allé à l'anniversaire du club il n'y a pas si longtemps que ça, et ça m'a fait un plaisir incroyable, que Sébastien Piocel avec Corinne Corrignon avait repris le club. Et je vois qu'il y a encore quelques soucis, même si je ne suis pas présent à l'intérieur pour vous en dire plus. Et la prise de note est partie en tout cas. Bon, ça me déçoit parce que c'est une place forte du football dans l'Oise. Et quoi vous dire si ce n'est que j'aimerais bien que Beauvais revienne progressivement en national. Mohamed, est-ce que tu partages cet avis ?
Oui, je partage cet avis. Moi, un regard lointain, je me dis qu'il y a quelques clubs comme ça qui régulièrement, ils touchent le haut, ils touchent le bas, un peu à l'image de Rouen. Qui fait des l'ascenseur. clubs comme ça, il y a quelques clubs comme ça qui n'arrivent pas à stagner à partir du moment où ils retrouvent le haut niveau. Donc après, comme le dit Jackie, on n'est pas à l'intérieur du club, mais c'est vrai que à chaque fois ça surprend. On avait l'impression que ils étaient sur une bonne dynamique la saison dernière. Ils ont changé d'entraîneur en cours de saison. Ils avaient mis des locaux. Ils ont bien débuté en plus. Ils ont bien débuté. Voilà, mais dès le mois de septembre, pas de salaire, les salaires impayés. Et je peux comprendre que les joueurs se mettent en grève parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui à ce niveau-là qui vivent du football, qui ont des contrats fédéraux, qui ont une famille. Et donc là, on ne parle plus de frais de défraiement, mais vraiment des conditions familiales. Donc on peut comprendre que les joueurs se mettent en grève. Et bon, après, on n'est pas à l'intérieur de ça pour savoir effectivement tout ce qui s'y passe. Mais si les joueurs se mettent en grève, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une réflexion depuis un certain temps. Exactement. Mehdi, je te laisse la parole. Quel est ton regard sur cette situation ? On voit déjà qu'il y a beaucoup de mouvements. L'effectif a bougé à 90%, si je ne me trompe pas, avec un changement d'entraîneur. Sébastien Piocel qui a essayé de mettre de la bonne volonté, je pense, pour que le club reste à ce niveau-là, voire monte au-dessus. Après, effectivement, quand il y a des joueurs qui se mettent en grève, c'est pas forcément bon signe. Une présidente qui démissionne. On n'a pas tous les tenants, les aboutissants, mais on souhaite qu'une chose, c'est que Beauvais reste un club quand même, comme l'a dit Jackie, dans l'Oise, très populaire, une place importante, qui est très suivi. Et j'espère qu'on avait entendu la famille Langlais qui avait éventuellement mis un peu d'argent dans le club, mais qui s'est retiré rapidement. On ne sait pas trop, donc j'espère que je pense que le maintien N2 ça peut se faire. Maintenant aller chercher au-dessus. Exactement, je le rappelle à nos auditeurs et auditrices, dans quelques instants, interview que tout le monde attend, aussi bien dans l'Oise, dans le Val d'Oise, en région parisienne, Modibo Bagayoko. Je terminerai par cette question, Jackie. Selon toi, même si tu ne sais pas tout, est-ce un problème de gestion interne, de manque de vision à long terme, ou la conséquence d'un contexte économique compliqué pour les clubs de National 2 ? Le contexte économique, c'est pas à vous que je vais le dire, il est compliqué partout. Il devient catastrophique Ligue 1, Ligue 2 avec ces fameux droits télé dont vous avez tous entendu parler. En National, il n'y a pas de droits télé, donc c'est pas évident. En National 2, il y a encore moins d'aide, donc c'est vrai que c'est souvent un problème financier qui génère des conflits et des peut-être quiproquos. Donc si déjà on n'arrive pas à bien s'entendre, le côté financier, je crois qu'il génère encore plus de problèmes et c'est à mon grand regret que j'ai pu apprendre que Beauvais était en grosse difficulté actuellement, justement pour toutes ces raisons. Exactement. Bon, on en apprendra peut-être un peu plus lundi ou mardi 28 octobre, une prochaine assemblée générale. On verra ce qui s'y passe. En tout cas, c'est important de partager ce débat avec vous. C'est terminé. Merci, monsieur. Il est 19h35 et oui, le temps passe vite. On termine avec un coach qui fait des miracles avec peu de moyens. Le 100% football amateur, l'invité. n'est pas tous les noms des clubs qu'il a entraînés, mais il est passé par Cergy-Pontoise FC, Saint-Ouen-l'Aumône, mais c'est l'Oise qui profite aujourd'hui de sa passion et de sa philosophie de jeu. Modibo Bagayoko est en plateau avec nous. Comment ça va, Modibo ? Écoutez, ça va très bien, merci. Bon, tu peux me tutoyer, ça va très bien aussi, Modibo. Je parle à l'ensemble. Ah, pardon. Modibo, quand tu as pris les rênes de Creil, qu'as-tu imaginé du rôle et de ses défis ? Pas évident parce que le club était en 18 terrains, il y avait une génération qui était pas mal, qui a fait du bon boulot. L'objectif c'était d'essayer de jouer les premiers rôles, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a réussi à monter, c'était difficile, mais on a réussi à monter et on est content. Parce qu'il y a aussi un parcours en Gambardella qu'on a réussi à faire. Très beau parcours en Gambardella. Ouais, où on arrive en 16e, on se fait éliminer par Amiens. Donc ça nous a donné confiance et on s'est dit qu'on pouvait arriver jusqu'au bout et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et maintenant, on profite cette année-là en 19 nationaux pour essayer de se maintenir. C'est la première fois que Creil est en 19 NAS. L'objectif, c'est de se maintenir. Pour l'instant, on est dans les clous et on va tout faire pour essayer de se maintenir. Alors dis-le avec le sourire, parce que ce que tu fais, c'est fantastique. Moi, j'ai pas peur de le dire. Ça a donné confiance aux joueurs, mais je présume que ça a donné confiance aussi au coach que tu es. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est un niveau que j'avais pas forcément connu.
Là, je faisais plus les U16, j'avais plus le niveau R2, donc j'étais en 18 terrain, c'était ma première année à ce niveau-là. Ça s'est bien passé, le groupe a été réceptif, le staff et les dirigeants du club m'ont bien accueilli et au final, ça fait que quand on s'entend bien, on fait une bonne saison et c'est ce qui est arrivé cette année. Et c'est ce qui est arrivé la saison dernière et c'est ce qu'on a envie de faire cette année en 19 nationaux, qui est totalement autre chose. Il y a un monde d'écart en termes d'organisation, d'infrastructure, qui est même de niveau de jeu qui est 2 crans au-dessus. Oui, tout à fait, je me doute. Mais quels ont été tes premiers changements dans ta manière d'aborder le football en arrivant à ce niveau? Est-ce que tu as changé d'ailleurs? Entre la 18 et la 19 ou quand je suis arrivé à Creil? Quand tu es arrivé à Creil et ce que tu avais connu précédemment dans le Val d'Oise? Non, j'ai pas changé, je suis resté sur mes principes de jeu. Donc j'ai pas changé parce que je me suis dit que j'avais confiance en moi, donc j'ai voulu aborder ces choses-là. Donc nous, ce qu'on voulait en 18 terrain, c'est qu'on avait un effectif pour essayer d'avoir le ballon, d'avoir la possession, donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Après, l'année d'après en 19 terrain, c'est complètement différent parce que vous jouez des centres, donc le rapport de force fait que vous ne pouvez pas toujours avoir la balle. Ça, même si vous la voulez, si l'adversaire vous la prive, comme quand on joue avec PSG ou des gros clubs comme Lille, on ne peut pas, donc on s'adapte par rapport à l'adversaire. Après, il y a d'autres choses qu'on voit plus, on a beaucoup plus la vidéo maintenant où on peut s'adapter, regarder, faire des montages vidéo. Et c'est vrai que c'est totalement différent parce que là, on s'adapte plus à l'adversaire qu'avant. L'année dernière, on imposait plus notre jeu. Maintenant, on regarde plus les points faibles de l'adversaire et on essaie de s'appuyer là-dessus. Et voilà. Avant de laisser la parole à Mehdi et à Mohamed, depuis que tu es arrivé à Creil, qu'as-tu appris de la mentalité des jeunes de l'Oise? Sont-ils différents de ceux du Val d'Oise? Est-ce qu'ils ont plus d'appétit? Non, pour moi, je pense que c'est la même chose. Parce qu'après, le Creil, il ne faut pas oublier que Creil n'est pas loin de la région parisienne. Donc dans mon effectif de 28 joueurs, j'en ai quand même une dizaine qui viennent de la région parisienne. Donc au final, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose pour moi. Il n'y a pas de différence entre Creil et un club de la région parisienne, sachant que Creil, c'est un club très populaire dans l'Oise. Donc pour moi, ils ont la même chose que les clubs parisiens. Peut-être la question que j'avais oublié de te poser, et après, promis, je laisse la parole à Mehdi et Mohamed. Pourquoi es-tu parti là-bas? Je suis parti là-bas parce que je voulais me lancer un dernier défi. Dernier défi déjà, mais ouais, enfin dernier défi. Comme j'étais à Saint-Olomone, j'avais fait le tour, je pense. Et je voulais voir autre chose. L'opportunité a fait que j'habite pas très loin de Creil aussi. Moi, j'habite à Fos, donc je suis à la limite entre l'Oise et le Val d'Oise. Et j'ai cette opportunité d'avoir un 18 terrain. Je me suis dit, on va tenter l'aventure. Mais au final, ça se passe très bien. Je regrette pas mon choix. Et on va essayer de faire des bonnes saisons à l'FC Creil. Je suis d'accord avec toi. Là, dans mon oreillette, il y a le président de Creil qui me dit qu'il est très content de toi. L'oreillette que je n'ai pas, bien sûr. Exactement. On l'attend, ça, son contrat. Je laisse la parole à Mohamed. Mais bien sûr, oui, c'est bien entendu. C'est évident. Mohamed. Déjà, félicitations. C'est vrai que tu joues maintenant dans un grand championnat. Puisque tu joues que des réserves pro, à part il doit y avoir 4 ou 5 clubs amateurs, un peu moins. Ouais, encore un petit peu moins, parce qu'il y a des structures semi-pro comme Orléans, ou comme QRM, qui pour moi, c'est quand même des structures semi-pro, qui s'entraînent tous les jours, qui ont des conditions d'entraînement qu'on n'a pas. Donc on va dire qu'on est 3-4. Alors, moi j'avais une question un peu pointue. C'est un championnat difficile. La saison est longue. Tu as des jeunes joueurs. Comment tu vas arriver à concilier, où l'hiver arrive, l'école, la récupération, les trajets et ce championnat? Est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à... Parce que le maintien va se passer extra-sportif également, tous ces paramètres qui vont te permettre de te maintenir. Est-ce que tu y as déjà réfléchi et comment tu vois l'avenir? On y pense beaucoup avec le staff et c'est là où on est handicapé par rapport aux autres clubs. Parce que nous, comme entraînement, on s'entraîne le soir à 19h30, sachant que les autres clubs s'entraînent le matin. T'as combien d'entraînements? On a 4 entraînements. D'accord. Donc c'est vrai que des fois on a des problèmes logistiques parce qu'on a des joueurs qui viennent de la région parisienne qui se tapent des fois 1h30 pour venir. Donc c'est vrai que c'est pas évident. On a beaucoup de blessures et vu qu'on n'a pas de kiné, etc., c'est un peu compliqué. Donc on va s'adapter, on essaie de voir avec le staff ce qu'on peut organiser. Mais c'est vrai que c'est pas évident par rapport à d'autres clubs pro. On est désavantagé, mais on essaye de s'adapter au mieux avec le club, ce qui essaye de nous donner comme moyen pour parvenir à ça. Parce que la plupart des gamins aujourd'hui sont en train de rêver, oui. J'imagine, mais il y a un cursus scolaire également. Comment on sait gérer ça? Est-ce que vous suivez un petit peu
l'école, s'il rate pas, si le matin il se lève tôt pour aller à l'école, parce que comme tu l'as dit, en s'entraînant à 7h30, s'il rentre, il est plus de 23h. Souvent en région parisienne, il faut 1h, 1h15, 1h30 pour aller à l'école, pour aller encore à l'école, déjà rien que pour aller à l'école. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, de toute façon, vous le paierez. Ça c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr. Maintenant, c'est de savoir est-ce que vous êtes vigilant également sur le plan scolaire. Ouais, est-ce que vous allez adapter peut-être vos séances d'entraînement? Bon, on va pas s'adapter, mais ce qui est bien, c'est qu'on essaie de voir par rapport aux joueurs au cas par cas. Par exemple, j'ai un joueur qui est loin, qui est vers Amiens, et des fois, il y a des problèmes de train. Donc ça veut dire que des fois, il y a peut-être un jour ou 2 jours dans le mois où il ne peut pas s'entraîner parce que s'il vient s'entraîner, son train il arrive à minuit 50, donc c'est pas possible pour aller à l'école, donc on s'adapte. On essaye de voir s'il peut venir à une autre séance avec une autre catégorie pour s'adapter, ou s'il ne peut pas, on le laisse à 3 séances quelquefois, mais voilà. Les contrats amateurs fait que des fois on est obligé de s'adapter, et l'école elle reste quand même le facteur plus important. Donc quand ils ne peuvent pas, on essaie de s'adapter pour qu'ils puissent la rattraper, ou ils la font pas, ils seront à 3 séances et voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est ça la problématique du 19 ans nationaux, c'est que quand on a un club amateur, c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. On va laisser la parole à Mehdi, mais pour rebondir quand même à tes propos, Modibo, ça veut dire que tu es connu jusqu'à Amiens déjà, puisque le joueur, il est venu pour toi. Non il est venu pour le niveau, je pense. À toi, Mehdi. Non, mais surtout, est-ce que sur le long terme, Creil, comme on voit Chambly qui a eu les 19 NAS et qui fait souvent monter, descendre, est-ce que sur le long terme, tu vois Creil se pérenniser à ce niveau-là sur les U19? Écoutez, j'aimerais vous dire oui, j'espère, mais on sait très bien que la durée de vie d'un club amateur en 19 NAS, c'est 2 ou 3 ans, il ne faut pas se mentir. On va peut-être se maintenir cette année, je l'espère. Après, on ne sait pas si on va rester sur le long terme. Il faut être honnête, un club comme Chambly, qui est quand même mieux structuré que Creil, n'arrive pas à se maintenir plus de 2 ans. Des clubs comme Torcy, comme Drancy qui ont été, n'arrivent pas à se maintenir plus de 2 ans. On sait très bien que c'est très compliqué. Après, nous, on va essayer de le faire, mais on sait très bien que la réalité des choses, c'est qu'on ne pourra pas rester sur le long terme à ce niveau-là, ça c'est sûr. T'as joué contre des grosses cylindrées depuis ce début de saison? Oui, on a joué le PSG, on a joué Lille, on a joué Caen. Et on voit le football autrement lorsqu'on les affronte? Oui, c'est sûr. Déjà, quand vous jouez le PSG, c'est totalement différent parce que vous jouez des joueurs en championnat et vous les voyez une semaine après en Ligue 1, comme Jean Jal qui a joué contre nos titulaires et qui rentre contre Auxerre et qui était sur le banc Ligue des Champions contre Barcelone. Donc oui, c'est sûr que c'est totalement différent. Même les joueurs de Lille aussi, on voit vraiment... Déjà, les structures sont différentes. Quand vous allez à Luchin et quand vous allez dans le nouveau centre de Poissy, c'est des installations que c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Peut-être que Jackie, tu veux peut-être lui poser une question à Modibo? Non, il sait très bien que son évolution passera par ce dont on a parlé tout à l'heure. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a, et je pense que c'est pas de la flagornerie, on a les meilleurs formateurs au monde. On peut le dire. Je crois qu'on peut le dire parce que tout le monde vient prendre les joueurs chez nous. C'est qu'il y a une raison. Et je pense que dans les clubs, et là on est là pour parler du foot amateur, vous savez tout ce que j'en pense, du bien en particulier, mais c'est qu'il faut, et je l'ai dit à certains présidents, notamment moi je suis proche du club de Saint-Gratien pour mon petit-fils, et je suis proche aussi du club de Suresnes parce que mon frère est de là-bas, c'est la famille des Chéreaux, il y a les Périnel et tout ça. Je pense, et je l'ai dit au président, il faut... Et c'est presque un message au président, il faut favoriser pour tous vos éducateurs les formations qui vont aider justement pour avoir des bons joueurs, il faut avoir des bons formateurs. Il ne faut pas hésiter à les envoyer en formation qui ne sont pas si longues que ça, surtout au départ. C'est un peu mon message que je te délivre et que je délivre à tous les auditeurs et qui sont proches du foot et des clubs amateurs et des équipes de jeunes. Tout à fait. Mohamed, peut-être une autre question pour Modibo. C'est intéressant, comme tu as dit que tu avais un projet de jeu. Peut-être nous en parler un petit peu, comment tu t'organises, quel système, l'animation que tu peux mettre en place. Quand tu dis que tu observes l'adversaire, qu'est-ce que tu essayes de contrer, par exemple, essaye de rentrer un petit peu dans ton travail, qui est valorisant, puisque tu as réussi une grosse saison l'année dernière, là aujourd'hui tu es en 19 nationaux, tu n'es pas relégable, donc forcément qu'il y a du travail derrière. Ouais, on essaye. Après, nous, cette année, on est en 3-5-2. On a commencé en 4-3-3. On est plutôt en bloc médian, on essaie de jouer les transitions. Ne dis pas trop quand même, parce qu'il y a peut-être tes futurs adversaires qui t'écoutent. Moi, je pense qu'ils le savent, donc après, c'est pas un problème. Ils savent comment on joue, mais après, voilà, notre manière de jouer, c'est d'être en transition, d'être bien compact et de jouer les transitions, parce qu'on sait que les adversaires aiment avoir la balle, les centres de formation, de toute façon, ils font que ça, ils veulent avoir le ballon.
Nous, ce qu'on veut, c'est rester en place et bien jouer transition, parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de rassurer défensivement, parce qu'on sait que pour se maintenir, il va falloir être solide défensivement, et c'est ce qu'on essaye de faire. Et avant cette journée, on était quand même la 4e défense du championnat, donc on essaye d'être solide. Après, 4e défense de la championnat, bravo. Moi, c'était pas mal. Après, contre les clubs, on va dire, de notre niveau amateur, on essaie de jouer différemment, parce qu'on sait qu'on a besoin de points, on a besoin de gagner, comme hier contre Chartres, c'était totalement différent, parce que là, il fallait à tout prix gagner, c'était un concurrent direct. Et là, voilà, on était parti chercher les chercher haut parce qu'il fallait à tout prix la victoire. On était chez nous, on n'est pas gagné chez nous à domicile. Donc on a varié un peu notre plan de jeu parce qu'il fallait vraiment se trouver offensivement et qu'on n'avait pas gagné depuis la 2e journée. Donc on voulait jouer totalement différemment. Mais souvent, on aime bien être compact, bien défendre ensemble et bien jouer transition parce qu'on a des joueurs de couloir qui vont assez vite, qui prennent la profondeur, qui répètent les efforts. Et on veut de la présence devant le but. Donc avec les deux attaquants, ça nous permet d'avoir des centres et d'avoir de la présence. Bon, n'en dis pas trop parce que je sens J'avais que une question à Modibo y a concernant beaucoup de son présidents qui vont nous appeler à ton sujet. concernant ton staff. Comment est composé ton staff? Combien êtes-vous? Comment tu délègues à ton staff? On est 6. Ah oui. Ouais, on est 6. 19 Creil, monde amateur, vous êtes 6. Oui. Magnifique. Ouais, pour ça, franchement, faut pas. Le club Remarquable. fait beaucoup d'efforts. Vu que c'est la première année en 19 NAS, ils ont essayé de mettre les moyens sur ça. Les moyens humains, ce qui est important. Donc, tu as un assistant, on a 2 assistants. Deux assistants, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens, un analyse vidéo. Et avec toi, 6. Ouais, vous êtes gâtés quand même. Ouais, non, sur ça, c'est pas mal. Quand je parlais de répartition et de délégués, comme on en a Exactement. parlé au début de l'émission, je pense que un de tes rôles les plus importants, c'est justement de bien harmoniser, de bien faire vivre ton staff. C'est une des raisons, après, comme tu le disais, Il y a eu un c'est sacré pas toujours effort, évident, parce que- Mehdi, d'organiser et de faire passer le message à tout le staff pour que chacun soit épanoui dans la mission qui est la sienne. Exactement. Est-ce que par rapport à ta belle saison de la saison dernière et ton bon début de championnat, est-ce que ça modifie un peu ta façon de penser sur ta carrière et peut-être de tes ambitions dans le futur? Bah, c'est vrai que quand tu fais une bonne saison du terrain et que tu arrives en 19 en nationaux et que tu joues des top clubs avec des entraîneurs qui ont beaucoup plus d'expérience que soi, donc c'est vrai que ça donne envie d'aller chercher plus haut. Mais on verra, on fera la saison et on verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, ça permet de beaucoup apprendre parce la semaine dernière, j'ai joué contre Fabrice Van de Put, je crois, le coach des 19 ans nationaux de Caen, qui est une très bonne personne. Et franchement, quand on joue contre ce genre de personnes-là, c'est bien, on apprend toujours parce qu'ils proposent des bonnes choses avec le ballon. Et nous, ça nous permet à chaque fois, même si on ne gagne pas souvent, ça nous permet de progresser. Quand on joue contre Caen, on perd 2-0, mais on a progressé parce qu'on a appris que les clubs pro, certaines choses, ils sont beaucoup plus matures que nous, sur les choix de jeu, sur la réactivité. Et ça nous permet de progresser et d'apprendre en tant que coach et en tant que joueur. À chaque fois, on apprend. Chaque match, on apprend. Donc, c'est gratifiant. Exactement, non, mais c'est normal. Peut-être une autre question, Mehdi? Tout à l'heure, Modibo, tu disais à Saint-Olomone, ça n'a pas marché. Je parle de toi personnellement. Pour quelle raison? J'ai pas tout en tête, mais je te connais un petit peu extérieurement et tu me dis que Saint-Olomone, il a manqué quelque chose en fait. C'est quoi pour toi? Après Saint-Olomone, les saisons qu'on a fait, on n'était pas loin de la montée. Ça, je crois que ça s'est joué à pas grand-chose. Mais voilà, pour être honnête, je pense que la différence entre Creil et Saint-Olomone, c'est que je pense qu'à Creil, il y avait plus un soutien populaire quand il fallait chercher quelque chose. Et à Saint-Olomone, je pense qu'on l'a moins vu. Il y a des années où, dernière journée, on joue une montée où il y a très peu de personnes qui viennent nous voir. Tandis que quand on a joué la montée l'année dernière avec Creil, où on va à Ville, c'est tout le club de Creil qui est venu se déplacer pour aller chercher cette montée-là. Et je pense que c'est ce soutien populaire qui manque à Saint-Olomone qui a à Creil. Là, à Creil, il y a tous les matchs en 19 nationaux, vous voyez, la tribune elle est remplie, il y a énormément de monde et ça fait plaisir. Et les joueurs, ils le ressentent. Et ils peuvent être que meilleurs quand il y a un soutien populaire qui vient. Une autre question, Mohamed? Il me semble que tu joues à Amiens ce week-end. Le week-end prochain, c'est ça, la prochaine journée. Il t'avait sorti en Gambardella. Pour toi, ça va être une belle revanche. C'est quasiment pour eux, ça va être quasiment la même effectif. Toi, ton effectif, il a beaucoup évolué, je pense, entre la montée. Pour toi, c'est une forme de revanche. C'est une revanche. Après, c'est surtout un derby parce que c'est un club picard comme nous. Donc, ça va être un derby et il n'y a pas forcément une revanche, mais on a envie de gagner parce que on a envie de se maintenir et tous les matchs seront importants et le match d'Amiens va être important parce que c'est un derby et c'est 3 points aussi en jeu.
Mohamed le disait tout à l'heure, comme tous les championnats certes, mais comme notamment le championnat des U19 nationaux, c'est un marathon, c'est très très long. Comment tu as un effectif de combien de joueurs ? 28 joueurs. 28 joueurs. Ouais. Comment tu arrives à ne pas en perdre au fil du temps ? Je présume que tu as peut-être déjà un noyau dur, peut-être pas une équipe type, mais un noyau dur. Comment tu arrives à concentrer tout le monde jusqu'à maintenant et certainement jusqu'à la fin de la saison? Déjà, on va dire, je sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, on a eu beaucoup de blessés. Donc, c'est-à-dire qu'au final, pratiquement tout le monde a joué. Je pense qu'on l'effectif de 28, on a 24 qui ont déjà joué. Donc c'est énorme. Et ce qui est bien, c'est que malgré que quand on va jouer à Lille il y a 2 semaines maintenant, on part avec 11 blessés. Et pourtant, on arrive à faire un bon résultat. On mène 1-0 jusqu'à la dernière seconde où ils marquent son corner, ils égalisent. Donc ça ne s'est même pas vu en fait qu'on avait 11 blessés et qu'on a réussi à faire un bon résultat. Donc je pense qu'en fait tout le monde est concerné et tout le monde tire dans le même sens. Donc c'est-à-dire que même quand il y a des blessés, on ne le voit pas. Et vu que tout le monde joue au final, il n'y a pas ce problème-là pour l'instant. C'est toi qui avais demandé d'avoir un effectif de 28 joueurs ? Oui, avec le staff, on avait prévu ça parce qu'on s'est dit que la saison est longue. Surtout qu'en 19 ans nationaux, on a enchaîné 9 matchs de suite. C'est-à-dire que c'est un marathon. Depuis le 24 août, on joue. On ne s'arrête pas. Il n'y a pas de Coupe de France, etc. Donc c'est usant. Donc à chaque fois que vous jouez un match, vous pensez déjà à la semaine d'après parce que vous n'avez pas le temps de trop réfléchir. Donc c'est long. Donc faut un effectif large. Large. Ouais. Mais quel est le secteur le plus fourni ? Au milieu de terrain, on a énormément de joueurs. On a 8 joueurs. Parce que voilà, on en a besoin. Parce que sur les rotations, il y a des joueurs qui sont fatigués, qui se blessent rapidement. Donc c'est un secteur où on a énormément besoin de joueurs. Moi, je vous poserais bien à tous les quatre une question importante qui est exemplaire. Quel est l'entraîneur qui sort du monde amateur, qui s'est mis dans les formations et qui allait toujours dans des réunions pour essayer d'apprendre des choses et qui maintenant, d'un seul coup, sans avoir été un joueur professionnel à aucun moment, qui est en Ligue 1 ? Pierre Sage. Bravo. Moi, j'ai discuté longtemps avec Pierre, on lui a fait passer sa VAE, et il dit la chose suivante. Moi, je sors de nulle part, mais vraiment de nulle part. Ancien gardien qui a joué dans le monde amateur, mais quand je me suis renseigné quel était son parcours, j'étais bluffé. Et puis, je trouve que c'est extraordinaire pour le monde amateur. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Par contre, lui, il a bossé. Mais vraiment bossé. Ça veut dire que dès qu'il y avait une réunion, il y allait. Il a été à travailler une semaine ou 10 jours, m'a-t-il dit. Il a passé un diplôme sur le jeu de position au Portugal. Chaque fois qu'il y a quelque chose, il va, il s'inscrit, il participe. Il nous a même demandé au BEPF. Moi, j'ai le BEPF par VAE. J'ai un peu de temps là. Quand à Lyon, il était son club pendant les 6 mois où il a été remercié avant de signer à Lens. Il est même venu, en plus de tout ça, participer à une formation de 3 jours avec nous. Ça démontre sa motivation. C'était à Strasbourg. Je veux dire par là que c'est... Je ne veux pas dire que c'est ouvert à tout le monde, mais quand même, c'est de l'espoir. Et moi, je trouve que c'est vraiment bien. Quand on veut. Mais lui, il avait une persévérance et il s'est vraiment formé et il y a mis un enthousiasme incroyable. Et là encore, on regarde ce qu'il fait, c'est remarquable. Remarquable. Donc je crois que c'est exemplaire et ça montre que dans le monde amateur, on peut y arriver. On peut y arriver. Et que ce n'est pas réservé, entraîneur, qu'au monde des gens qui ont été joueurs professionnels. C'est faux. C'est important de le rappeler, Jackie. Oui, moi je le rappelle fortement. Ça te tenait à cœur et tu as bien fait de le rappeler en direct. Messieurs, l'émission arrive à sa fin, mais comme à chaque fois, je fais un dernier tour de table. Honneur d'abord à mes consultants. Mehdi, merci d'être passé. Encore une fois, c'est enrichissant. On en apprend tout le temps. Modibo, je le connaissais un peu de l'extérieur. Jackie, on s'était croisés, comme tu l'as dit, sur Écouen. Et un vrai plaisir d'avoir Jackie avec nous. En termes d'invités, c'est bien. Exactement. Merci Mehdi, Mohamed, merci d'être passé. Merci, d'être merci venu pour l'invitation. Même si j'ai un peu galéré pour venir, ça a été toujours un plaisir. Je suis content déjà pour Modibo, puisque c'est un parcours exceptionnel. De toucher les 19 nationaux, c'est vraiment le gratte en jeune. Exactement. Donc vraiment, il a beaucoup de chance de pouvoir être dans ce championnat qui va être long et dur. Donc il faut s'accrocher, il ne faut pas baisser les bras. Content de rencontrer Jackie, je suis adhérent de l'UNECATF. Bravo. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous ai mis côte à côte. Un petit peu la structure. Demain, je vais m'inscrire d'ailleurs à la session qui va y avoir à l'INSEP. Bravo. Masterclass dont on a parlé. Voilà, Monsieur Lenoir m'a envoyé tout à l'heure des trucs et comme j'ai eu Monsieur Trégoine, donc
je dis que je participerai. J'ai fait la master anglais également, donc non, c'est À 3 ouais. Donc c'est parfait. Ces masterclass sont très intéressantes et ça nous permet justement de pouvoir s'ouvrir et peut-être partir à l'étranger si on y arrive. Et c'est la même chose, l'UNICATEF, ce n'est pas que pour les entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2, c'est totalement faux. Il y a plein de choses à faire pour le monde amateur et Dieu sait s'il est important ce monde amateur et comme je l'ai dit, tous les grands joueurs sortent du milieu amateur, faut le savoir. Exactement. Je te laisse la parole de nouveau, Jackie, merci d'être venu jusqu'ici. Mais Tu je reviendras. t'avais bien dit que je viendrais quand C'est tu m'as vrai. appelé, j'ai vérifié la date, je t'ai dit je serai présent. vrai. J'ai été un peu comme Mehdi, j'ai eu un petit stress, j'ai eu peur d'être en retard. Moi qui ai évolué quand même, qui ai travaillé 4 ans au Japon, être en retard c'est une faute de goût, même si parfois Mais tu l'étais c'est pas. compliqué. J'ai cru qu'on allait l'être d'ailleurs avec les petits bouchons, mais ça s'est bien Non, arrangé. très bien. Voilà. Merci. C'est en un tout plaisir d'être parmi vous et bravo pour ce que tu fais, Farid. On essaye. Pour parler du monde amateur qui est ô combien important à mon avis. cas. Exactement, et je suis totalement d'accord avec toi. Et le mot de la fin donc à Modibo. Merci d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Oui, bien sûr. Quand tu veux. Hein. Je Donc reviendrai en pour fin de fêter- saison. Pour fêter le maintien. Exactement, t'es le bienvenu et je rejoins totalement Jackie, Mehdi et Mohamed. Bravo pour ce que tu fais et on te souhaite le meilleur pour cette année. Merci beaucoup. Voilà, l'émission est terminée pour ce soir. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à écouter le podcast. Merci à tous les 4. Merci à Damien pour la technique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao. Mmh.